Même si l'intention génocidaire pouvait être déduite de leur comportement, il ne s'agit pas là de la seule conclusion plausible que l'on puisse tirer. Je répondrai à ce premier argument et c'est le professeur Sands qui répondra au second. Ce qui est le plus frappant, Monsieur le Président, c'est surtout ce que le Myanmar n'a pas démenti. Et c'est là que je commencerai. Le Myanmar n'a pas nié le fait que la mission d'établissement des faits de l'ONU était arrivée à la conclusion suivante. Il n'y a pas d'autre conclusion raisonnable possible, si ce n'est la déduction de l'intention génocidaire de la ligne de conduite de l'État. Le Myanmar n'a pas démenti non plus le fait que la mission d'établissement des faits ait tiré cette conclusion sur la base de 7 indicateurs précis qui, selon elle, je cite, se fondent sur l'examen des indicateurs d'intention génocidaire dans la jurisprudence internationale. Fin de citation. Le Myanmar n'a pas contesté non plus la conformité de l'utilisation par la mission de ces 7 indicateurs, ni de l'un quelconque d'entre eux, pour conclure à l'existence de l'intention génocidaire. Le professeur Akavan les a définis mardi. Je les rappelle à votre aimable attention aujourd'hui uniquement aux fins de l'examen de ce que le Myanmar en a dit ou s'est abstenu de dire hier. Voici ce premier indicateur de l'intention génocidaire. Tout d'abord, il s'agit de l'extrême brutalité de la Tatmadaw lors de ses attaques contre les Rohingyas. Le professeur Akavan et M. Lowenstein vous ont donné des exemples poignants à ce sujet, tirés des rapports de la mission d'établissement des faits de l'ONU. Le Myanmar n'a rien démenti. En fait, l'agent a reconnu que, je cite, « l'on ne saurait exclure que les services de la défense aient utilisé une force disproportionnée ». Fin de citation. Deuxièmement, la nature organisée de la destruction effectuée par la Tatmadaw. Monsieur Lowenstein vous a montré la façon dont la Tatmadaw avait utilisé ces mêmes tactiques brutales dans chacun des villages Rohingyas lors d'opérations de nettoyage qui ont été planifiées et effectuées sur ordre de la haute hiérarchie. Le Myanmar ne l'a pas démenti. Ils n'ont pas non plus démenti que les 392 villages Rohingyas ont été systématiquement détruits, soit totalement ou partiellement au cours de ces opérations. Troisièmement, l'énormité et la nature de la violence sexuelle exercée contre les femmes et les filles au cours de ces opérations de nettoyage. Pas un mot concernant les violences sexuelles de la part du Myanmar hier. Pas un mot. Ni de la part de la junte, ni de la part des conseils. Car effectivement, et c'est indéniable, et ils ont décidé de passer ceci totalement sous silence. Je ne peux pas vraiment leur en vouloir, car je n'aurais pas voulu devoir le faire ou à les défendre. Quatrièmement, les déclarations insultantes, dénigrantes, racistes et marginalisantes des représentants du Myanmar et d'autres personnes avant, pendant et après les opérations de nettoyage. Le Myanmar n'a rien démenti encore. Il n'aurait pu le faire. La junte a même souligné l'importance de cela. Je la cite. Les propos haineux ne se limitent pas au discours de haine. Des propos qui contribuent à l'extrême polarisation constituent également des propos haineux. Et voici justement un exemple de ce type tiré de la page Facebook d'un membre de la haute hiérarchie, le général Min Aung Hlaing, le chef de la Tatmadaw. Ceci avant que Facebook n'enlève cette page.
page postée en plein cœur des opérations de nettoyage de 2017. Il décrit, je cite, le problème bangladais comme étant, je le cite, un travail inachevé que le gouvernement en cours veille à régler. En ajoutant, citation, « Nous disons publiquement que notre pays n'a absolument pas de race Rohingya. » J'en reviens aux 7 indicateurs de l'existence de l'intention génocidaire. Cinquièmement, l'existence de plans discriminatoires et de politiques discriminatoires telles que la loi sur la citoyenneté et la procédure de carte de vérification nationale, ainsi que les efforts lancés par le gouvernement pour nettoyer, raser, confisquer et reconstruire sur les terres de sorte de modifier la composition démographique et ethnique de l'État de Rakhine. Là encore, aucun démenti de la part du Myanmar. Mais comment serait-ce possible? Les lois et les politiques du Myanmar sont ouvertement et explicitement discriminatoires envers les Rohingyas. Tout ce que la junte a pu dire, c'est que des certificats de naissance seraient à présent fournis indépendamment de l'appartenance religieuse. Mais on n'a pas parlé de citoyenneté. Et rien non plus concernant la confiscation des terres Rohingyas. Sixièmement, la tolérance manifestée par le gouvernement pour des discours publics de haine et de mépris envers les Rohingyas. Le Myanmar ne l'a pas démenti non plus. Et septièmement, le fait que l'État n'ait pas mené d'enquête ni poursuivi des violations graves de droit humain international et des violations graves du droit humanitaire international. Là, il s'agit du seul indicateur d'intention génocidaire, le seul sur les 7, que le Myanmar ait contesté. La junte elle-même a posé cette question, je cite, « L'intention génocidaire de la part d'un État qui, en enquête, poursuit et réprime activement les soldats et les officiers peut-elle être conclue lorsque ceux-ci sont accusés de délit. » Monsieur le Président, nous ne pouvons que nous interroger. De quel État parle-t-elle? Cela ne saurait certes pas être le Myanmar. Et la junte, du reste, l'a dit parfaitement clairement. Je cite, selon sa constitution de 2008, le Myanmar a mis en place un système de justice militaire. Les affaires militaires poursuivant des soldats ou des officiers pour des éventuels crimes de guerre commis dans l'État de Rakhine doivent être instruits et poursuivis par ce système. Fin de citation. Du moins, a-t-elle reconnu les difficultés que pose ce système. Je cite, « Il n'est jamais facile pour les forces armées à voir l'intérêt qu'ils auraient à voir leurs propres membres devoir rendre des comptes et de mettre en place un système d'obligation de rendre des comptes par le biais de véritables enquêtes et poursuites. » Fin de citation. Certes, ce n'est pas facile au Myanmar, mais comment quelqu'un pourrait-il éventuellement s'attendre à ce que la Tatmadaw rende des comptes sur ses propres actes de génocide envers les Rohingyas, alors que 6 de ses dirigeants en haut de la hiérarchie, notamment le commandant en chef, le général Min Aung Hlaing, ont tous été accusés de génocide par la mission d'établissement des faits de l'ONU, qui recommande qu'ils fassent l'objet de poursuites au pénal. Au surplus, et en plus de ce général Min Aung Hlaing, il y a également le commandant adjoint en chef, le vice-général So Wing et les commandants des 2 brigades d'infanterie légère, la 33e et la 99e,
qui était essentiellement responsable de l'exécution des opérations de nettoyage contre les Rohingyas, le général de brigade Hong Hong et le général de brigade Tan Ho, respectivement. Il y a 2 jours, le 10 décembre, le jour des droits de l'homme, le gouvernement des États-Unis a imposé des sanctions contre chacun d'entre eux. L'annonce officielle émanant du département américain du Trésor, en onglet 25, décrit les crimes reconnus contre eux, ou retenus, pardon, contre eux, ce que j'interprète. Lorsque vous lisez ce document de près, vous verrez que sous les noms de chacun de ces généraux, qu'il s'agit exactement des mêmes actes génocidaires constatés par la mission onusienne et que le professeur Akaban et M. Lowenstein vous ont décrit mardi. Ce qui nous intéresse particulièrement, suite aux commentaires de la part de l'agente sur l'obligation de rendre des comptes, c'est que le gouvernement des États-Unis déclare que, je cite, « de tels abus et l'impunité persistante doivent s'arrêter ». Les militaires de Birmanie doivent régler ce problème posé par le climat d'impunité et mettre un terme aux abus et aux violations des droits humains universellement reconnus. Il n'est donc guère étonnant que la Tatmadaw n'ait pas souhaité de mener des enquêtes, de poursuivre ou de punir ses propres membres pour crimes perpétrés contre les Rohingyas. Il n'y a en fait eu qu'une seule poursuite qui a été lancée uniquement en réaction à un scandale international et qui s'est terminée par amnistie totale accordée aux auteurs. Que la Cour me pardonne, car je vais vous montrer des photos qui se trouvent en onglet 26, des photos poignantes. Et certains dans cette salle souhaiteront peut-être ne pas regarder. Mais la brutalité extrême de la Tatmadaw envers les Rohingyas fait partie des éléments de preuve de l'intention génocidaire. Le Myanmar ne l'a pas démenti. Voici donc une photo obtenue par les journalistes de Reuters de 10 hommes Rohingyas sous la garde de la Tatmadaw, ligotés dans le dos à Indin, dans l'état de Rakhine. C'est une photo obtenue par ces journalistes après que ces personnes, juste après que ces personnes furent exécutées à bout portant. Après la publication de ces photos qui ont fait le tour du monde, la Tatmadaw a procédé à une arrestation. Non pas des soldats qui avaient commis ces meurtres horribles, mais des journalistes de Reuters. Ils ont été jugés par une cour militaire, condamnés pour violation de la loi sur les secrets officiels et condamnés à 7 années de prison. La communauté internationale a lourdement condamné le Myanmar de tels actes et la Tatmadaw a finalement jugé les meurtriers et leur a infligé une peine, tout en les amnestiant juste après, ou quelque peu de temps après, qu'ils purgent 7 mois de prison. Le message n'est pas alors que les militaires doivent rendre des comptes pour leurs crimes, mais c'est juste le contraire. Même l'agente l'a reconnu. Je la cite. « Nous sommes nombreux au Myanmar à être mécontents de ce système d'amnistie. » Mécontents? Peut-être, mais absolument incapables ou peu enclins à faire quoi que ce soit pour changer les choses. L'agente et le professeur Okowa mentionnent une autre poursuite engagée par la Tatmadaw. Mais ils omettent de vous dire que les victimes n'étaient pas des Rohingyas et que le crime n'avait pas été commis dans l'État Rakhine. Cela n'avait rien à voir avec les Rohingyas. On nous a également parlé de l'ouverture d'une nouvelle procédure devant une cour martiale le 25 novembre 2019, à savoir 2 semaines après l'introduction de la demande de la Gambie et 2 semaines avant l'ouverture des présentes audiences. Pourrait-il exister un lien?
Hier, une référence a été faite à une commission d'enquête internationale créée par le Myanmar afin d'enquêter sur les événements qui se sont produits dans l'État Rakhine. L'agente nous a dit que cela pourrait donner lieu à de nouvelles poursuites. Mais ce n'est pas de cette manière que la présidente de la commission envisage les choses. Elle dit très clairement qu'il n'y aura de reproches faits à qui que ce soit. On ne montrera personne du doigt parce que cela n'aboutirait à rien. Mardi, nous avons attiré votre attention sur les observations faites par la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits humains au Myanmar. Elle écrit, je cite, « Ceux qui sont responsables de ces violations vivent en toute impunité, ce qui ne fait que perpétuer le cycle dévastateur des abus. » Elle dit également que le Myanmar, je cite, « est incapable de rendre la justice. » Vous comprendrez peut-être mieux maintenant le bien fondé de ces observations. Monsieur le Président, l'agente du Myanmar vous a dit que le Myanmar, je cite, s'engageait pour le rapatriement volontaire, sûr et digne des personnes déplacées de l'État Rakhine en vertu de l'accord cadre signé entre le Bangladesh et le Myanmar. Elle a ensuite posé une autre question rhétorique, je cite, « Comment peut-on parler de génocide en cours ou d'intention génocidaire alors que ces mesures concrètes sont prises dans l'État Rakhine ?» Le professeur Okowa a loué les mérites de ce soi-disant formidable programme de rapatriement. Dans les faits, ce n'est que de la poudre aux yeux. Même le professeur Okowa l'a admis, je cite, « Il est vrai que très peu de personnes déplacées sont rentrées. » La mission d'établissement des faits des Nations Unies nous explique pourquoi dans son rapport en date du mois de septembre 2018. Bien que le gouvernement du Myanmar se soit en principe engagé pour le rapatriement des Rohingyas, rien jusqu'à ce jour ne laisse à penser que cela se fera dans le respect de leurs droits humains, ce qui est essentiel pour un retour sûr, digne et durable. La mission nous dit, au contraire, le Myanmar déploie des efforts actifs pour empêcher ce retour en intensifiant la destruction des villages Rohingyas par la confiscation des terres laissées vacantes et par le nettoyage des terrains et en effaçant toute trace des communautés Rohingyas et en construisant sur ces terres des maisons pour d'autres groupes ethniques. Cette situation déplorable n'a pas changé depuis la publication du rapport de la mission d'établissement des faits au mois de septembre 2019. Les conditions au Myanmar ne sont ni sûres ni durables, voire même impossibles pour pratiquement 1 million de Rohingyas déplacés qui ne peuvent pas retourner dans leurs maisons et sur leurs terres. La mission nous dit que le gouvernement est en mesure, mais n'a pas la volonté de modifier les conditions dans l'État Rakhine afin que les Rohingyas puissent jouir de tous leurs droits humains. Cela est sans doute la raison la plus impérieuse pour laquelle les Rohingyas insistent pour dire qu'ils ne sont pas prêts à rentrer chez eux pour l'instant. Le professeur Okowa prétend que le Myanmar, ou l'absence d'intention génocidaire du Myanmar, est prouvée par la collaboration du HCR avec le gouvernement pour le rapatriement des Rohingyas déplacés. Mais elle ne cite aucun rapport du HCR, y compris celui-là, par exemple, fait au Conseil de sécurité. Je cite, « Les conditions ne sont pas encore propices au rapatriement librement consenti des réfugiés Rohingyas. Les causes de leur fuite n'ont pas été réglées et nous n'avons toujours pas constaté de progrès de fond s'agissant de remédier à leur exclusion et au déni de leurs droits qui se sont aggravés ces dernières décennies et qui tiennent au fait qu'ils n'ont pas la citoyenneté. » Elle ne cite pas non plus le rapport suivant du HCR,
le HCR et le PNUD, comme cela a été mentionné, se sont engagés à aider le Myanmar pour créer des conditions dans l'État Rakhine qui seraient propices au retour volontaire et durable des réfugiés, à savoir favoriser la liberté de mouvement et des voies d'obtention de la citoyenneté pour ceux qui restent. Ces conditions étaient stipulées dans le mémorandum d'accord, mais ne sont pas encore en place. Nous attendons toujours de pouvoir avoir accès afin d'exercer notre travail. Ces conditions ne sont toujours pas en place, Monsieur le Président. Des hauts responsables du gouvernement du Myanmar et de l'armée refusent aujourd'hui même d'utiliser le terme de Rohingya afin de se conforter dans un mythe raciste selon lequel ce groupe n'existe pas. La Cour aura constaté que la junte, comme à l'accoutumée, refuse de qualifier les musulmans de l'État Rakhine comme étant des Rohingyas. Elle n'a prononcé ce mot que lorsqu'elle a donné et décliné le nom complet du groupe d'insurgés de l'ARSA. Le rejet des Rohingyas par le Myanmar et son refus de s'acquitter de ses engagements vis-à-vis du HCR et du PNUD montrent qu'il n'a pas l'intention de permettre aux Rohingyas déplacés de rentrer. C'est également le point de vue du Bangladesh, que le professeur Okowa décrit comme voyant d'un bon œil l'engagement du Myanmar pour le rapatriement. Le 9 juin 2019, le ministère des Affaires étrangères fait la déclaration suivante. Le gouvernement du Myanmar n'a pas réussi à favoriser un retour à la normale dans la partie nord de l'État Rakhine et n'a pas fait de progrès visible pour créer un environnement propice au retour, qui est une condition préalable essentielle à ce processus, au début de ce processus de rapatriement. Le Myanmar n'a fait que de vaines promesses et n'a pas réalisé de progrès dans l'exécution de ses obligations. Le professeur Okowa se méprend quant à la volonté du Bangladesh et d'autres États de promouvoir le rapatriement des Rohingyas comme une marque d'approbation des actes du Myanmar. La Chine Nous devons saluer la Chine et le Japon qui ont contribué à la construction d'infrastructures de transport afin de faciliter ce rapatriement. Nous devons également féliciter l'Inde qui a encouragé ce processus de rapatriement. Mais il incombe au Myanmar de créer les conditions propices au retour volontaire. Comme le HCR l'a rappelé à maintes reprises, toutefois, le Myanmar a catégoriquement refusé de le faire, comme le HCR et la mission d'établissement des faits des Nations Unies l'ont confirmé. Et comme l'a admis le Conseil du Myanmar, aucun véritable rapatriement n'a été effectué. On a également évoqué la commission dirigée par l'ancien secrétaire général Kofi Annan, qui a publié un rapport au mois d'août 2017. Ce rapport n'est d'aucune utilité au Myanmar en l'espèce, car comme l'a constaté la mission des Nations Unies, le mandat de la commission Annan se concentrait sur la proposition de mesures concrètes pour améliorer le bien-être de toutes les personnes vivant dans l'État Rakhine. Son mandat ne consistait pas à faire des enquêtes sur des violations des droits humains alléguées. Et la commission Annan n'a pas procédé à de telles enquêtes. Monsieur le Président, le Myanmar a fait valoir que ces opérations de nettoyage ne visaient pas à détruire les Rohingyas, mais avaient pour intention, je cite, de débarrasser une zone des insurgés ou des terroristes. Mais en tuant délibérément des enfants Rohingyas, massacrés de manière impitoyable par la Tatmadaw lors des opérations de nettoyage, nombre d'entre eux étaient des enfants en bas âge, battus à mort ou arrachés des bras de leur mère et noyés dans la rivière. Combien d'entre eux étaient des terroristes ? En infligeant des viols et des viols collectifs et en mutilant de manière barbare les femmes et les filles, est-ce que cela est révélateur d'une lutte contre le terrorisme ou alors plutôt de la commission d'un génocide contre un groupe détesté, en incendiant des centaines de villages et des milliers de maisons, alors que des familles entières étaient forcées de rester à l'intérieur ? Où sont les preuves montrant que les opérations de nettoyage de la Tatmadaw
visait principalement les insurgés et les terroristes et non pas la population Rohingya. Il n'y en a pas. On a entendu que ce qui a déclenché les opérations de nettoyage de 2017 avait été une attaque par l'ARSA le 25 août de cette année. Mais des sources contemporaines du Myanmar nous montrent que la Tatmadaw a déployé ses divisions d'infanterie légère tristement célèbres dans le nord du Rakhine 2 semaines plus tôt, dès le 11 août. Comme on peut le lire dans cet article du The Irrawaddy, à l'intercalaire numéro 27, où l'on voit des photographies des troupes arrivant sur place et où l'on peut lire des citations des plus hauts gradés. Les éléments de preuve correspondent plus à ce qui se trouve sur la page Facebook du général Min Aung Hlaing, selon lequel les troupes ont été déployées à l'époque pour résoudre une fois pour toutes le problème bangladais. Monsieur le Président, nous ne prétendons pas qu'il n'y avait pas d'insurgés ou que le Myanmar n'a pas le droit de prendre des actions militaires contre ceux-ci. Mais nous soutenons qu'un conflit armé ne peut jamais servir de prétexte à un génocide. Comme la mission d'établissement des faits des Nations Unies l'a constaté, pour ce qui est de la conduite de la Tatmadaw lors de ces opérations de nettoyage, je cite, « Ils n'ont pas fait le moindre effort pour faire une distinction entre les combattants de l'ARSA et les civils, ou pour cibler de manière précise des objectifs militaires, ou pour identifier ou repousser une menace immédiate. Tout le monde était une cible et personne n'a été épargné. Les femmes, les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes âgées ou infirmes ont toutes été victimes de cette campagne impitoyable. » Le professeur Shabazz a confirmé que les rapports des missions d'établissement des faits tels que celui-ci contiennent de précieuses informations. Toutefois, il a critiqué les conclusions de la mission des Nations Unies, conclusions qui se trouvent dans le rapport du mois de septembre 2019, selon lesquelles les éléments de preuve tendant à montrer les intentions génocidaires du Myanmar s'étaient renforcés au cours des années. Et il nous dit que la mission n'a pas mentionné comment ou sur quelle base la mission est parvenue à cette conclusion. Les paragraphes pertinents ont dû échapper à son attention. Le paragraphe 9, par exemple, résume la manière ou les éléments de preuve examinés par la mission. Il conclut qu'il y a des politiques hostiles du gouvernement contre les Rohingyas, y compris son déni persistant de la citoyenneté et de l'identité ethnique. Il parle également des conditions de vie qui leur sont imposées, son échec à réformer les lois qui subjuguent les Rohingyas, la poursuite de propos haineux contre les Rohingyas, la commission antérieure d'un génocide et son mépris pour la reddition de comptes suite aux opérations de nettoyage qui ont eu lieu en 2016 et 2017. Le gros du rapport contient des détails très précis qui viennent corroborer ces conclusions. Le professeur Shabazz se méprend également lorsqu'il nous dit qu'il n'y a pas eu de charnier. À l'évidence, le Myanmar ne nous a pas facilité la tâche parce qu'il a refusé aux missions d'établissement des faits, aux organisations des droits de l'homme et aux journalistes l'accès dans les zones de l'État du Rakhine où les opérations de nettoyage ont été menées. Toutefois, l'organisation Associated Press a identifié au moins 5 charniers de Rohingyas. Et vous trouverez le rapport à l'onglet numéro 28 de votre dossier. Le professeur Okawa vous a dit que le critère d'urgence n'était pas satisfait et que les mesures conservatoires devraient être refusées parce que, supposément, l'intention d'attenter une action contre le Myanmar a été prise en mars 2009 et la demande n'a pas été déposée avant le mois de novembre. Elle a demandé sur un ton sarcastique, me semble-t-il, est-ce que quelque chose s'est produit entre-temps qui confère un caractère urgent à la demande en mesure conservatoire? La réponse est oui. La publication du rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies au mois de septembre 2019 qui conclut
que les éléments de preuve tendant à démontrer l'intention génocidaire du Myanmar s'étaient renforcés au cours de l'année passée, qu'il y avait un risque sérieux que ces actes génocidaires se produisent ou se répètent. Et cela a poussé la Gambie à s'adjoindre le service de conseil et de déposer une demande. J'attire l'attention également du professeur Okawa sur les propos du professeur Zimmerman, qui est également sur la liste des conseils du Myanmar en l'espèce. Et je vous renvoie à ses commentaires sur l'article 41 des statuts de la Cour qui dit « Eu égard au caractère urgent, il importe peu que la situation dénoncée existait déjà depuis longtemps au moment de l'introduction de la demande. Ce qui importe, c'est l'imminence d'actes uniquement portant préjudice au droit en question. » Fin de citation. Monsieur le Président, mardi, nous avons démontré qu'il existait un besoin urgent d'indiquer des mesures conservatoires pour prévenir des préjudices irréparables aux droits de la Gambie en l'espèce, et que le bien fondé de l'indication de mesures conservatoires est un des plus convaincants que la Cour de Séan n'ait jamais été amenée à examiner. Rien de ce qu'a dit le Myanmar hier ne vient contredire cela. La mission d'établissement des faits conclut que la seule conclusion que l'on peut tirer de manière raisonnable est qu'il y a bien intention génocidaire de la part du Myanmar. Et comme nous l'avons vu ce matin, soit le Myanmar admet, soit s'abstient de réfuter qu'il existe de nombreux éléments de preuve déposés qui indiquent clairement qu'il existe un besoin urgent d'indication de mesures conservatoires aux fins de prévenir les préjudices irréparables de la Gambie en tant qu'État partie à la Convention sur le génocide. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela met un terme à mon exposé. Je vous remercie une fois de plus de votre aimable attention et de votre patience. Et je vous demande de bien vouloir appeler mon confrère, le professeur Dargent, à la barre. Je remercie M. Reichler de son exposé et je donne à présent la parole au professeur Pierre Dargent. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les juges, il me revient de répondre aux arguments qui vous ont été présentés hier par Maître Staker autour du thème de votre compétence prima facie. Maître Staker a d'abord soutenu que la Gambie a agi as a proxy of an international organization et que la Gambie a saisi la Cour non pas en tant qu'État partie à la Convention, mais en sa qualité de président du comité ministériel ad hoc de l'OCI, c'est-à-dire en tant qu'organe de cette organisation internationale. Maître Staker en a déduit que votre compétence rationnée, personnée, ferait défaut et que concevoir les choses autrement reviendrait à contourner l'article 34 du statut. La proposition fait fi de la réalité. En effet, c'est la Gambie qui a proposé à l'OCI d'adopter la résolution 5945 de mai 2018. Ce n'est pas l'OCI qui a mandaté la Gambie, c'est la Gambie qui a été chercher au sein de l'OCI le soutien de ses États membres. Et tel est assurément son droit, de même que rien n'interdit à la Gambie de recevoir le soutien financier d'autres États. Par ailleurs, Maître Staker aussi en pleine contradiction juridique lorsqu'il vous dit, dans le même moment, que la Gambie aurait agi en tant qu'organe de l'OCI et en tant que mandataire. Bien entendu, en droit, cela ne peut être que l'un ou l'autre. En réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre. La présidence du comité ministériel ad hoc, qui est revenue à la Gambie du fait de son initiative, ne transforme pas la Gambie en organe ou agent de l'OCI. Ce n'est d'ailleurs pas en cette qualité que la Gambie a saisi la Cour. En effet, lorsque la Gambie soumet à la Cour sa requête introductive d'instance, cet acte juridique est incontestablement attribuable à la Gambie en tant qu'État membre des Nations Unies, lié par le statut de la Cour et y ayant accès. L'agent de la Gambie qui signe la requête est le ministre de la Justice de ce pays. Il en est l'organe. Il n'a pas été mis à la disposition de l'OCI et n'a pas agi sous le contrôle effectif de cette organisation, pas plus qu'il n'en est le mandataire. Aucun document vous ayant été soumis ne permet de soutenir que l'OCI est en droit de confier des mandats, proxy, à l'un de ses membres, ni qu'elle l'aurait fait en l'espèce.
Les États membres de l'OCI n'ont fait qu'encourager la Gambie à agir devant la Cour. Monsieur le Président, il n'y a aucun contournement de l'article 34 du statut lorsqu'un État ayant accès à la Cour agit avec le soutien et les encouragements politiques de 56 autres États, fussent-ils réunis au sein d'une organisation internationale. Il est à cet égard totalement indifférent que 13 des 57 États membres de l'OCI ne sont pas liés par la Convention ou son article 9. Le lien d'instance formé par la requête du 11 novembre dernier a été établi entre la Gambie et le Myanmar. Ce n'est qu'au regard de ces deux États que la compétence prima facie de la Cour doit être établie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, le différend judiciaire dont vous êtes saisis oppose bien la Gambie au Myanmar et non l'OCI et le Myanmar. Maître Staker a recyclé son argument rationné personné lors de l'examen de la compétence rationnée matérielle de la Cour, mais pour les mêmes raisons, cet argument doit être rejeté. Maître Staker a ensuite soutenu qu'aucun différend au sujet de la Convention sur les génocides n'aurait existé entre les parties avant le 11 novembre 2019, jour du dépôt de la requête introductive d'instance. Mon collègue Maître Suleiman vous a exposé très clairement mardi que le différend entre les parties existait bien avant la saisine de la Cour. En réponse, Maître Staker soutient d'abord que les résolutions de l'OCI sont sans pertinence pour établir l'existence préalable d'un différend, car le Myanmar n'en serait pas membre et que ces résolutions ne contiendraient aucune affirmation positive selon laquelle le Myanmar aurait violé la Convention, tandis que s'appuyant sur l'affaire des îles Marshall, il a mis en doute la signification du vote positif de la Gambie. Le fait que le Myanmar ne soit pas membre de l'OCI est indifférent, car ces résolutions ont été portées à sa connaissance, ce que le Myanmar n'a pas contesté puisqu'il y a réagi. Par ailleurs, ces résolutions visent explicitement le Myanmar et la situation des Rohingyas, tandis qu'elles font référence à la nécessité de prévenir le génocide. Tel est notamment le cas de la résolution de mai 2018 qui crée le comité ministériel ad hoc. La résolution 4/46 de mars 2019, qui n'était pas jointe au dossier que le Myanmar vous a transmis hier, mais qui fut bien visée dans la requête introductive d'instance et jointe aux observations de la Gambie, cette résolution appelle le Myanmar à honorer ses obligations, je cite, « under » mise à sa charge par le droit international et les pactes relatifs aux droits de l'homme, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à tout vestige et manifestation du génocide contre les musulmans rohingyas. Peut-on, en langage diplomatique, être plus clair? Pourquoi appeler au respect d'obligations, si ce n'est parce qu'on les considère violées? Quant au vote de la Gambie au soutien de ces résolutions, je rappellerai qu'elles ne contenaient pas nombre de propositions différentes et qu'elles étaient monothématiques, de telle manière que la signification de ces habitudes de vote est limpide. Maître Staker a également contesté que les rapports de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme pouvaient servir de base pour identifier un différend préalable entre la Gambie et le Myanmar. Alors certes, la Gambie n'est pas l'auteur de ces rapports, mais il est incontestable qu'en saluant l'intention de la Gambie de déférer à votre compétence le présent différend, le rapport onusien en a nécessairement averti le Myanmar, d'autant que l'État défendeur a catégoriquement rejeté ce rapport. Le Myanmar ne pouvait pas ne pas être conscient de l'existence du différend. Maître Staker a considéré que la déclaration de la Gambie à l'Assemblée générale des Nations unies serait sans importance, car le vice-président gambien, qui a alors parlé, avait omis de viser spécifiquement la Convention sur le génocide. La déclaration gambienne à l'Assemblée générale date du 26 septembre, soit 10 jours après le rapport d'enquête visant explicitement la Convention sur le génocide et saluant l'intention de la Gambie de porter son différend devant la Cour, et 3 jours avant son rejet catégorique par le Myanmar. Maître Staker soutient-il sérieusement que le Myanmar pouvait légitimement penser que l'objet du différend, que la Gambie s'est déclarée prête à soumettre à la Cour,
avait changé du tout au tout en l'espace de quelques jours? Au sujet de la note verbale gambienne du 11 octobre 2019, Maître Staker a formulé plusieurs objections, mais il n'a pas contesté que le Myanmar l'avait reçue. Selon Maître Staker, la note verbale n'aurait appelé aucune réponse, car elle ne spécifiait aucun fait particulier au soutien des accusations qui y sont contenues. Maître Staker confond manifestement les exigences de l'article 38 du règlement au sujet du contenu de la requête introductive d'instance avec la simple nécessité de manifester avant celle-ci que les parties sont en désaccord au sujet du respect de certaines obligations internationales. Par ailleurs, dans la mesure où, à la différence d'autres clauses compromissoires, l'article 9 de la Convention ne subordonne pas la compétence de la Cour à l'existence de négociations préalables, les exigences formulées par Maître Staker sont déplacées. La Cour ne manquera pas de contraster les affirmations de Maître Staker selon lesquelles le Myanmar aurait sans doute répondu à la note verbale de la Gambie si elle avait été plus élaborée, avec l'attitude du Myanmar qui, lorsque le rapport détaillé de la commission d'établissement des faits lui est transmis, le rejette en bloc et très rapidement. Ce simple fait permet également de rejeter l'affirmation selon laquelle le mois s'étant écoulé entre la note verbale et la requête du 11 novembre fut trop bref pour permettre au Myanmar de prendre position. L'État défendeur n'a pourtant eu besoin que de 13 jours pour rejeter d'une phrase le rapport de 190 pages du 16 septembre. Maître Staker peut-il éclairer la Cour sur la durée convenable qu'un État accusé de génocide serait, selon lui, en droit d'attendre avant que l'État auteur de cette accusation, déjà maintes fois repoussée par ailleurs, puisse saisir la Cour? Maître Staker s'est aussi interrogé sur la raison pour laquelle la note verbale a été envoyée une semaine après que la Gambie se soit adjoint les services de ses conseils et non avant. Il en a déduit que l'envoi de la note verbale aurait été a legal formality. Si, par legal formality, Maître Staker vise un acte confirmant l'existence d'un différend préexistant, il aura correctement identifié la nature de la note verbale du 11 octobre. Sauf à considérer que le silence du Myanmar vaut acceptation de responsabilité, la note verbale a simplement confirmé l'existence d'un différend entre les parties au sujet de la Convention sur le génocide avant la saisine de la Cour. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement birman déclara le 16 novembre 2019, 5 jours après la requête introductive d'instance, que le Myanmar s'y attendait depuis plus d'un mois. Monsieur le Président, tandis que le professeur Chabas a contesté la plausibilité des demandes, plausibility of claims, qui est une question distincte sur laquelle le professeur Sands reviendra, tandis que le professeur Chabas a contesté donc la plausibilité des demandes, Maître Staker n'a pas contesté la plausibilité des droits en litige dont la Gambie sollicite la protection. Il a toutefois estimé qu'à défaut d'avoir été lésée par les actes qu'elle dénonce, la Gambie n'aurait pas de standing dans la présente procédure. Maître Staker n'a pas contesté que la Gambie était en droit d'invoquer la responsabilité du Myanmar en tant qu'État autre qu'un État lésé, au sens de l'article 48 des articles sur la responsabilité internationale des États, mais il a considéré que cette invocation de responsabilité ne pouvait être faite que dans les relations internationales et non devant un juge. Il a également soutenu que l'affaire Belgique-Sénégal devait être distinguée de la présente instance, car dans ce cas, la Belgique aurait été un État lésé. Il a enfin brandi le spectre de l'actio popularis. Sur ce dernier point, le professeur Sands répondra à Maître Staker. Je me limiterai à quelques brèves observations sur les autres points relatifs au prétendu défaut de standing. S'agissant de l'arrêt Belgique contre Sénégal, Maître Staker n'a pas expliqué la raison pour laquelle, premièrement, la Cour n'a pas jugé nécessaire d'identifier si la Belgique avait été spécialement atteinte, et deuxièmement, la Cour a au contraire affirmé de manière plus générale
que face à des obligations erga omnes partes, l'exigence d'un intérêt particulier aurait pour conséquence qu'aucun État ne serait, dans bien des cas, en mesure de présenter une demande contre l'État auteur du fait illicite. S'agissant de la distinction entre l'invocation de la responsabilité dans les relations internationales ou devant la Cour, elle paraît particulièrement obscure et injustifiée. Invoquer la responsabilité devant un juge ou dans des rapports diplomatiques a toujours pour but de dénoncer un manquement au droit. La distinction suggérée par Maître Staker n'apparaît pas dans les travaux de la Commission du droit international. Elle est également contredite par l'Institut de droit international lorsqu'il existe, comme en l'espèce, un lien juridictionnel entre les parties. Maître Staker a encore soutenu que la demande de mesures conservatoires se heurtait à l'article 41 du statut qui dispose qu'elle vise à préserver le droit de chacun. Il ne s'est toutefois pas expliqué à cet égard et n'a en rien contesté que cette formule vise tous les droits en litige devant le juge. Enfin, Maître Staker a soutenu que par la réserve birmane relative à l'article 8 de la Convention, la Cour ne pourrait être valablement saisie et devrait décliner l'exercice de sa compétence. Parce que le Myanmar n'a pas accepté l'article 8 de la Convention, aucun État parti ne pourrait valablement saisir la Cour, alors même que, de l'aveu de l'État défendeur, celui-ci a donné compétence à son égard en consentant à l'article 9. Le Myanmar vide l'article 9 de son contenu. Et Maître Staker n'a pas expliqué ce que le consentement de l'État défendeur à l'article 9 et à votre compétence pouvait en ce cas signifier. Au stade conservatoire où sa compétence doit s'apprécier prima facie, la Cour ne devra guère s'attarder sur cet argument qui, disons-le franchement, est fort éloigné de la bonne foi qui devrait présider à l'interprétation des traités. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention. Puis-je vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir inviter le professeur Philippe Sands à prendre la parole. Je remercie le professeur Dargent pour sa présentation et je donne à présent la parole au professeur Sands. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Président, Madame Vice-présidente, membres de la Cour. I'll address the legal. Je vais vous parler des arguments juridiques soulevés par le Myanmar au premier tour en 6 points. Je devrais dire d'emblée qu'il serait difficile de ne pas voir dans les arguments développés par le Myanmar au premier tour une sorte de retour vers le futur. Premier point, M. Staker a beaucoup parlé de la question de l'intérêt et de la qualité pour agir. Il soutenait, en bref, que la Gambie n'a pas d'intérêt juridique s'agissant de la question de savoir si le Myanmar traite ses ressortissants conformément aux exigences de la Convention de 1948. Il a cité de nombreux précédents à l'appui de cette affirmation, mais il y en a un qu'il n'a pas mentionné. Or, alors qu'il s'adressait à la Cour avec son doux accent australien, j'ai fermé les yeux et je me suis soudain demandé si je n'entendais pas la voix de Sir Percy Spender en 1966, expliquant pourquoi il avait usé, en sa qualité de président, de son vote prépondérant pour aboutir à cette décision de la Cour dont vous vous souviendrez, à savoir que l'Éthiopie et le Libéria, et je cite, ne sauraient être considérés comme ayant établi l'existence à leur profit d'un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet des présentes demandes. Fin de citation. Il s'agissait alors de déterminer si l'Afrique du Sud traitait les habitants du territoire du sud-ouest africain conformément aux obligations mises à sa charge en vertu du droit international. Cet arrêt a fait scandale. Il a amené la Cour à une traversée du désert qui a duré près de 20 ans. La Cour
pourrait, bien sûr, j'imagine, si elle le souhaite, dire que la Gambie n'a pas d'intérêt juridique en l'espèce. Mais vous comprendrez que, ce faisant, elle se condamnerait à une traversée du désert plus pénible encore, sachant que l'écrasante majorité des membres de l'ONU qui ont endossé les rapports de la mission d'établissement des faits de l'ONU et autres seraient réellement choqués si la Cour, 53 ans après l'affaire du Sud-Ouest africain, refusait d'indiquer des mesures conservatoires en l'espèce. Mais nous avons bien sûr bon espoir qu'il n'en sera rien. Je peux appeler l'attention de M. Staker sur le paragraphe 66 de ce funeste arrêt. Même Sir Percy Spender était disposé à admettre que si l'Éthiopie et le Libéria avaient été partis à un traité auquel l'Afrique du Sud était également partie et qui conférait des droits fondamentaux aux habitants du Sud-Ouest africain, ils auraient eu qualité pour agir. Un État, a dit la Cour, je cite, peut tirer des droits de fond de sa participation à un instrument international s'il l'a signé et ratifié, y a adhéré ou y est devenu partie de toute autre manière et est fondé en conséquence, sauf exception expressément formulée, à avoir des droits au regard de toutes les dispositions de cet instrument. Fin de citation. Dans l'affaire du Sud-Ouest africain, en 1966, les 3 pays n'étaient pas tous partis à un instrument international tel que la Convention contre le génocide et partant, a estimé Sir Percy, ils n'avaient pas qualité pour agir. Or, en l'espèce, la Gambie est partie à un tel traité, de même que le Myanmar. La Gambie a intérêt pour agir, et elle a qualité pour agir. Deuxième point, les conditions régissant l'indication de mesures conservatoires. M. Staker a soutenu qu'au vu du dossier, l'affirmation selon laquelle un génocide s'est produit n'est pas plausible. De fait, a-t-il soutenu, elle est si peu plausible que l'affaire ne devrait même pas être inscrite au rôle de la Cour, et de vous inviter à rejeter la requête in limine. Il emboîtait le pas du professeur Chabas, qui a fait grand cas de la jurisprudence de la Cour sur l'établissement d'une intention génocidaire. Il vous a cité, on le comprend, le paragraphe 510 de l'arrêt rendu sur le fond par la Cour dans l'affaire Croatie. On y lit, et je cite, « Pour qu'une ligne de conduite puisse être admise en tant que preuve d'une intention génocidaire, il faut qu'elle soit telle qu'elle ne puisse que dénoter l'existence d'une telle intention, c'est-à-dire qu'elle ne puisse raisonnablement être comprise que comme traduisant cette intention. Que les choses soient bien claires, c'est sur ce critère que se fonde clairement la requête de la Gambie. Il en va de même pour les conclusions de la mission d'établissement des faits, du rapporteur spécial et du musée américain du mémorial de la Shoah. Le professeur Chabas a dit que la question qu'il vous faut vous poser à ce stade préliminaire est celle de savoir, je cite, « s'il est plausible que l'intention génocidaire soit la seule inférence possible ». Fin de citation. La question est raisonnable, à condition, bien sûr, qu'elle soit formulée à propos de certains actes des actes allégués, mais pas nécessairement de tous. Après tout, il se peut que certains actes soient qualifiés de génocide, meurtre et viol par exemple, et que d'autres soient qualifiés de crimes contre l'humanité. Par exemple, le déplacement forcé d'êtres humains ou leur déportation. S'il convient de répondre par l'affirmative à la question du professeur Chabas, dans le cas de certains des actes dont vous êtes saisi, il vous faudra indiquer des mesures conservatoires. En outre, le fait qu'il soit également plausible
d'inférer autre chose en ce qui concerne ces actes ne vous interdit pas d'indiquer des mesures conservatoires. La plausibilité n'est pas un jeu à somme zéro. La plausibilité d'une explication n'exclut pas la plausibilité d'une autre. Deux explications peuvent être plausibles concomitamment. C'est l'une des différences entre la phase des mesures conservatoires et la phase du fond. La tentative que fait le professeur Chabas pour créer un nouveau critère juridique au stade des mesures conservatoires, y introduisant celui qui s'applique au stade du fond, est dépourvu de fondement en droit. De fait, ni le professeur Chabas, ni aucun autre conseil du Myanmar n'a évoqué l'obligation faite au Myanmar de prévenir le génocide en vertu de l'article 1er et son lien avec le constat d'intention génocidaire. Comme le sait bien la Cour, le Myanmar n'est pas simplement tenu de ne pas commettre le génocide, mais également tenu de prévenir le génocide. Un devoir qui lui incombe dès le moment, je cite, où l'État a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l'existence d'un risque sérieux de commission d'un génocide. Fin de citation. La mission d'établissement des faits de l'ONU, dans ses rapports, a amplement démontré l'existence d'un grave risque. La Cour pourrait-elle réellement conclure autrement ? Cela semble quelque peu difficile à imaginer et cela serait contraire, manifestement, à l'obligation de prévention, obligation qui s'impose dès que l'élément de connaissance entre en jeu. Or, le professeur Chabas vous dit que dès maintenant, aujourd'hui, la semaine prochaine, et ensuite, vous devriez appliquer un critère qui impose de conclure définitivement à l'existence d'une intention exclusivement génocidaire pour pouvoir simplement indiquer des mesures conservatoires. En bref, le critère à ce stade n'est pas de savoir si l'intention génocidaire est la seule inférence qu'il soit plausible de tirer, comme le soutient le professeur Chabas. Si tel était le critère applicable, il serait difficile de voir comment vous pourriez jamais indiquer des mesures conservatoires au titre de la Convention contre le génocide sur la base de l'article 1er, puisqu'il est quasiment impossible d'aboutir à une telle conclusion sans examiner de près le fond. Ce que les parties en conviennent, la Cour ne peut faire à ce stade. La Cour n'a pas appliqué ce critère en 1993 dans l'affaire Bosnie, bien qu'il semble que le Myanmar veuille vous écarter de l'approche que vous avez alors suivie. La Convention et le statut de la Cour vous imposent d'agir dans une optique protectrice, de vous entourer d'un maximum de précautions. S'il est plausible que vous puissiez conclure à un génocide sur la base du dossier qui vous a été soumis, vous devez indiquer des mesures conservatoires. Si ce n'est pas plausible, vous ne le devez pas. Compte tenu des rapports versés au dossier, nous ne voyons pas comment la Cour pourrait conclure que l'intention génocidaire serait à exclure. L'agente du Myanmar vous a dit, je la cite, « Invoquer la Convention contre le génocide de 1948 ne saurait se faire à la légère. » Fin de citation. C'est vrai. Et ce n'est pas à la légère que les États allèguent des actes de génocide. Le fait que 56 membres de l'Organisation de la coopération islamique aient décidé d'apporter leur soutien en l'espèce, de même que le Canada et les Pays-Bas, et d'autres suivront à n'en pas douter, en dit long sur la gravité de la situation actuelle. Cela renforce l'argument en faveur de l'indication de mesures conservatoires. Cela ne l'affaiblit pas, quoi qu'en dise le Myanmar. Il est non moins éloquent qu'une institution fédérale des États-Unis, le musée du mémorial de la Shoah, dont le conseil d'administration inclut 4 membres du Sénat américain
et 5 membres de la Chambre des représentants aient jugé qu'il existait, je cite, des preuves incontestables de nettoyage ethnique, crimes contre l'humanité et d'actes de génocide perpétrés par l'armée birmane contre les Rohingyas. Fin de citation. Une institution de cette nature, une vénérable institution, s'abstient généralement de faire des déclarations publiques qu'on pourrait aisément qualifier d'implausibles. Nor might I add Puis-je ajouter aussi que le professeur Chabas, en tout cas lorsqu'il parle à titre académique et non pas en qualité de conseil pour le Myanmar, dit la même chose. Voyons ce qu'il a dit à Al Jazeera en 2013 concernant le terme génocide. Je le cite. « Nous entrons dans une zone où cette expression peut être utilisée dans le cas des Rohingyas. Quand on voit des mesures visant à entraver les naissances, des tentatives de négation de l'identité d'un peuple, en espérant qu'un jour ce peuple n'existera plus, nier leur histoire, nier la légitimité de leur droit de vivre où ils vivent, ce sont là tous des signaux d'alarme qui signifient que ce n'est pas sans fondement que l'on peut envisager l'utilisation du terme génocide. Fin de citation. Vous pourriez le voir la vidéo vous-même. Elle est facilement disponible sur le net et vous trouverez cela en bas de page. Bien sûr, tout le monde a le droit de changer d'avis. Mais la question fondamentale est la suivante. Comment se fait-il que quelque chose qui n'était pas sans fondement en 2013, donc avant les opérations de nettoyage, avant les meurtres, avant les viols, deviendrait tout d'un coup invraisemblable en 2019 ? Cette invraisemblance peut devenir plus facile à accepter si l'on enlève de l'équation certaines catégories d'actes. Le Myanmar n'a pipé mot sur cette question. Par exemple, pas un mot sur la violence sexuelle qui s'est produite de façon généralisée. Ce qui correspond clairement selon nous à ce que les organes onusiens ont considéré comme constituant l'intention génocidaire. Toutefois, le mot viol, je dis bien, n'a pas été prononcé une seule fois par la junte ni par les conseils du Myanmar. Aucun engagement de coopération avec les organes de l'ONU, aucun engagement de mener des enquêtes en leur nom, aucun engagement de poursuite pénale. La junte a fait grand cas de l'importance vitale de l'obligation de rendre des comptes sur le plan interne, mais pas un mot dit concernant les femmes et les filles de son propre pays, le Myanmar, qui ont subi ces abus en série. Madame l'agente, votre mutisme en dit davantage que vos paroles. J'en viens brièvement à un autre point défendu par le Myanmar. Et c'est le troisième de mes 5 arguments. Vous avez entendu parler de la décision récente prise par la Chambre de mise en état de la CPI tendant à ouvrir une enquête sur la déportation des Rohingyas du Myanmar vers le Bangladesh, qualifiée de crime contre l'humanité et non de génocide. Vous verrez, comme l'ont suggéré les conseils, comment pourrait-il s'agir d'un génocide si la CPI n'a pas dit que c'était un génocide. Mais l'explication est assez prosaïque. Le Myanmar n'est pas parti au statut de la CPI. Par contre, c'est le cas du Bangladesh. Et la compétence de la CPI ne s'étend que sur des actes qui se produisent sur le territoire d'un État parti. Aucun élément du crime de génocide n'a été commis sur le territoire du Bangladesh. Et donc, aucun élément de génocide ne s'est produit sur le territoire d'un État parti. Par contre, le crime de génocide s'est produit ailleurs. Le crime de déportation, toutefois, qui est un crime contre l'humanité, aurait pu être commis sur le territoire du Bangladesh puisqu'il s'agit d'un crime transfrontière.
Ceci ne contredit en rien l'existence de l'intention génocidaire en ce qui concerne d'autres actes. Effectivement, les affaires génocides au TPY concernant Srebrenica incluaient tout également des crimes contre l'humanité tels que la déportation. Et le professeur Chabas connaît parfaitement cette coexistence. Cette coexistence de crimes distincts et généralement reconnus dans la jurisprudence du TPY, du TPIR et de la CPI. Le Myanmar suggère que les observations faites par divers organes, y compris le Haut-Commissaire des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, selon lequel il y a eu du nettoyage ethnique qui s'est déroulé au Rakhine, ferait en quelque sorte obstacle à la conclusion d'une existence simultanée de génocide. Cette suggestion est une erreur de fait et de droit, comme la Cour de Sion l'a dit clairement dans son arrêt Bosnie contre Serbie. Je cite, « Il est clair que des actes de nettoyage ethnique peuvent se produire en même temps que des actes prohibés par l'article 2 de la Convention et permettre de déceler l'existence d'une attention spécifique dolus specialis se trouve à l'origine des actes en question. » En 2015, la Cour a réaffirmé ce propos dans son affaire Croatie contre Serbie. Je cite, « Des actes de nettoyage ethnique peuvent certes faire partie de la mise en œuvre d'un plan génocidaire. » Fin de citation. J'en viens à mon quatrième point. Le Myanmar a présenté divers arguments concernant les ordonnances rendues en 1999 dans l'affaire Bosnie, sans doute en réponse au fait que nos arguments concernant ces ordonnances éclairaient ce que la Cour pourrait faire dans la présente instance. Le Myanmar semble ne pas beaucoup apprécier les ordonnances de 93. Monsieur Stoker vous ont parler de précédents d'il y a 26 ans, antérieurs à la décision importante de la Cour concernant la nature obligatoire des mesures dans l'Agrand. Mais il semble avoir oublié le paragraphe 452 de votre ordonnance, de votre arrêt, Bosnie de 2007, où la Cour a dit de façon claire que le fait que les ordonnances de 93 étaient antérieures à l'Agrand, je cite, n'ont pas d'effet sur la nature obligatoire des dites ordonnances, qui, et je recite, créaient des obligations juridiques que les deux parties étaient appelées à respecter. Fin de citation. Monsieur Stoker a également dit que les ordonnances de 93 étaient en fait sans effet utile, ce qui est mon cinquième point. Des mesures conservatoires dans de tels termes n'ont pas de but utile, disait-il. Nous le remercions de renforcer en fait un argument avancé par nous mardi lorsque je vous ai rappelé que les ordonnances de 93 n'ont pas empêché le génocide à Srebrenica 2 années plus tard. Des mesures conservatoires exprimées en termes aussi larges, nous disait-il, font en sorte qu'il est impossible de savoir précisément quelle est la conduite qui tomberait sous le coup des mesures conservatoires. Nous sommes d'accord. La Cour doit aller plus loin en ce qui concerne la première et la deuxième mesure conservatoire et préciser avec toute la précision possible et sur la base de ce qui s'est déjà produit les types de conduite dont le Myanmar doit s'abstenir et doit empêcher. Effectivement, nous avons déjà fourni une liste à la Cour et nous n'aurions aucune objection à ce que vous y ajoutiez les actes recensés par le professeur Chabas lors de cette interview de 2013, notamment l'entrave aux naissances, le droit de vivre où ils vivent et le refus de reconnaître l'identité du peuple Rohingya. Sur ce dernier point, nous avons relevé que l'agente a dit, je la cite, que tous les enfants nés dans l'État de Rakhine, indépendamment de leur appartenance religieuse, reçoivent des certificats de naissance. Fin de citation.
Ceci nonobstant la conclusion de la mission onusienne selon laquelle ce n'avait pas été le cas. Ce commentaire de l'agent semble indiquer à tout le moins une certaine reconnaissance des Rohingyas en tant qu'êtres humains, ce qui déjà constitue une certaine concession. Mais elle n'a pas reconnu toutefois leur droit à la citoyenneté. Et, vous l'aurez relevé, M. Reichler vous l'a rappelé d'ailleurs, elle n'a pas été capable de prononcer le mot Rohingya. Nous relevons en passant que l'agente, tout comme son conseil, a passé sous silence le génocide de Srebrenica, un génocide constaté par la Cour de séance, sans doute parce que le nombre de personnes tuées, 8000, était, selon le Myanmar, un nombre trop petit pour mériter une telle reconnaissance. Après tout, comme le professeur Chabas l'a dit en ce qui concerne les Rohingyas, je le cite, 10 000 morts sur une population de plus d'1 million pourrait indiquer qu'il y a autre chose qu'une intention de détruire physiquement le groupe. Fin de citation. Mais le génocide n'est pas un jeu de chiffres, Monsieur le Président. Et la Convention précise bien que l'intention de détruire un groupe en partie suffit. Vous disposez d'éléments de preuve qui indiquent que des villages entiers de Rohingyas ont été détruits et que la plupart, si pas tous les habitants, ont été tués. Il y a suffisamment de sources dans la jurisprudence en matière de génocide pour soutenir qu'une telle destruction d'une communauté dans sa totalité sur une zone géographique limitée pour des motifs d'appartenance ethnique ou religieuse, et même lorsqu'il ne s'agit pas d'un groupe protégé dans sa totalité, peut à bon droit être qualifié de génocide. Mon 6e argument concerne les autres mesures conservatoires demandées sur lesquelles le Myanmar a dit peu de choses. Sur la 3e mesure, ils se sont interrogés ce que signifiaient les éléments de preuve portant sur les événements décrits dans la requête. Avec tout le respect, le Myanmar s'est doté d'une équipe de conseils internationaux chevronnés qui peuvent certainement les éclairer sur ce que ça signifie. Cela commence par la préservation des charniers, également la préservation des corps des victimes et la préservation des villages détruits. Et cela continue avec tous les autres éléments de preuve qui, sans doute, sont du type que le Myanmar dit qu'il va rassembler aux fins d'enquête qu'ils se sont engagés à mener devant vous. La 4e mesure conservatoire, veiller à ne pas aggraver ni étendre le différend, est tout à fait habituelle dans la pratique de la Cour. Là, encore une fois, si le Myanmar a des questions, elle peut certainement se faire éclairer par ses conseils chevronnés. La 5e mesure imposerait une obligation de rendre des comptes à la Cour. Monsieur Staker le sait, il ne s'agit pas du tout de mettre en place un mécanisme de contrôle des droits humains, mais simplement, la Cour demanderait aux parties d'informer la Cour des mesures prises pour donner effet à l'ordonnance d'indication de mesures conservatoires. C'est devenu une pratique courante, par exemple dans des questions qui concernent le droit de la mer, qui, certes d'une grande importance, mais quand même ne saurait pas être aussi grave que les questions qui se posent en l'instance. Si ces rapports sont demandés en droit de la mer, on peut certainement les demander ici. En ce qui concerne la 6e mesure conservatoire, nous disons qu'elle est justifiée, appropriée pour un certain nombre de raisons impérieuses. Premièrement, il y a un lien intrinsèque avec l'obligation tirée de l'article 1er de la Convention sur le génocide, prévenir et de réprimer le génocide. Des enquêtes efficaces et la conservation des éléments de preuve sont des éléments fondamentaux pour prévenir l'impunité pour le génocide et donc en droite ligne avec l'obligation tirée de l'article 1. Toutefois, l'image qui persiste devant la Cour est celle d'un Myanmar qui refuse de coopérer ou de donner accès aux enquêteurs afin de recueillir les preuves, créant ainsi une entrave matérielle à la répression du crime de génocide. Et le fait qu'il détruise lui-même des éléments de preuve en rasant, notamment au bulldozer, les villages Rohingyas détruits,
Sachant que le Myanmar s'est avéré peu enclin à lancer des enquêtes sur ce qui s'est produit au sens réel du terme, ce n'est qu'en l'enjoignant à coopérer avec les enquêteurs indépendants de l'ONU sous la forme, par exemple, d'un mécanisme indépendant d'enquête que la Cour d'Océan pourra s'assurer que le droit de la Gambie à ce que les autres parties à la Convention respectent son obligation tirée de l'article 1er soit protégé pendant la litispendance. Deuxièmement, la 6e mesure conservatoire est conforme à la jurisprudence de la Cour. Elle s'appuie sur l'ordonnance rendue dans l'affaire du différend frontalier où les parties devaient, je cite, s'abstenir de tout acte qui risquerait d'entraver la réunion des éléments de preuve nécessaires à la présente instance. Fin de citation. Le Myanmar a toujours refusé de coopérer avec la mission ONU, ce qui a déjà entravé la réunion des éléments de preuve liés à l'instance. Et ce n'est qu'en indiquant la mesure conservatoire demandée que d'autres entraves pourront être évitées. La mesure demandée n'est pas nouvelle. Elle est la même, dans le fond, que celle qui figure dans l'ordonnance dans le différend frontalier, adaptée aux circonstances particulières de l'espèce. Au surplus, cette mesure est en lien direct avec les conditions de l'article 41 visant la protection des droits respectifs des parties. Il est en effet nécessaire de préserver l'intégrité de la procédure et le droit de la Gambie à bénéficier d'un procès équitable, car cette demande enfin dépendra des éléments de preuve qui pourront être recueillis. La non-coopération du Myanmar avec les organes d'enquête internationale menace ce droit et la mesure conservatoire sous la forme demandée est nécessaire pour protéger celui-ci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais maintenant conclure. Comme je l'ai indiqué dans ma plaidoirie du premier tour, le génocide n'est pas constitué d'un seul acte. Depuis sa genèse même, on a reconnu qu'il s'agissait d'un continuum. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle j'ai invoqué l'esprit du docteur Lemkin. Le génocide se compose de différents actes qui, pris dans leur ensemble et dans toutes ces étapes, constituent le crime le plus odieux. Dans le génocide, une chose amène toujours à une autre, et c'est dans ce sens que j'ai invoqué l'esprit de Primo Levi. La situation dans laquelle la Cour se trouve aujourd'hui est délicate. Contrairement dans l'affaire Bosnie, où il n'existe pas de tribunal pénal international chargé spécialement des crimes commis dans la présente instance. Aujourd'hui, les espoirs de la Gambie et du peuple Rohingya, dont certains sont présents ici dans la grande salle de justice, dépendent entièrement de vous. À vous d'exercer les pouvoirs qui vous sont conférés par l'article 41 du statut, d'indiquer des mesures conservatoires de protection qui interrompront et qui empêcheront la poursuite du continuum du génocide et qui briserait la chaîne de ce génocide qui s'est produit et continue à se produire à Rakhine. Le Myanmar vous prie d'emprunter une autre voie. La paix et l'harmonie seront assurées mieux en ne faisant rien. C'est ce que l'agente vous a dit hier. Oubliez les ordonnances Bosnie de 93, vous ont dit le Conseil hier. Elles sont inutiles. Revenons-en au jour glorieux de 66, au moment de l'arrêt du Sud-Ouest africain, vous a dit le Conseil. Mais ne pensez surtout pas à son article 66. Oubliez aussi la Convention de 48. Laissez au Myanmar l'espace et la liberté d'agir à sa guise, sans se laisser distraire par le droit international malvenu. Peut-être, certains d'entre vous seraient tentés d'entendre cet appel. Mais nous sommes confiants que la Cour s'acquittera de sa fonction judiciaire, qu'elle appliquera le droit, qu'elle donnera les faits aux exigences que les auteurs de la Convention de 48 sur la prévention et la répression du génocide font peser sur vous, et que vous n'abdiquerez pas devant vos fonctions et responsabilités judiciaires. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Messieurs, Mesdames, les yeux du monde, des personnes et des groupes, des pays
et des organes de l'ONU sont fixés sur vous. Voilà qui conclut ma plaidoirie pour la Gambie. Je remercie tous mes collègues de leur aide, en particulier mes remerciements vont à Mme Jessica Jones. Merci de votre aimable et patiente attention. Je vous prie de demander à l'agent de la Gambie de venir à la barre. I thank Professor Sands. Je remercie le professeur Sands et je donne maintenant la parole à l'agent de la Gambie, Son Excellence Monsieur Aboubakar Marie Tambadou. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de m'adresser à vous une fois de plus en tant qu'agent de la République de Gambie. Comme vous l'avez entendu mardi et ce matin, la situation des Rohingyas au Myanmar est critique. Les éléments de preuve émanant de plusieurs organes des Nations Unies et d'organisations indépendantes de défense des droits humains confirment clairement le caractère urgent et le risque imminent de génocide auquel les Rohingyas sont confrontés. La vie de ces êtres humains est en péril. La Gambie n'est pas un État voisin, mais la Gambie a un intérêt manifeste à ce qu'aucun groupe de personnes, y compris les Rohingyas, ne subissent un génocide. En tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, la Gambie se présente devant la Cour de Céon afin de protéger les droits qui lui sont conférés par la Convention, afin de veiller à ce que les obligations erga omnes partes incombant au Myanmar au titre de la Convention sont respectées. Ces obligations, à savoir de ne pas commettre de génocide, de prévenir et de réprimer le génocide, sont dues à la Gambie et également à toutes les autres États parties à la Convention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Gambie a fait preuve de transparence quant à son différend l'opposant au Myanmar. Nous avons évoqué ce différend à plusieurs sessions consécutives de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons publiquement salué le soutien qui nous a été apporté dans ces efforts par d'autres États, y compris des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. En effet, du début à la fin, c'est bien la Gambie qui a pris l'initiative de proposer des résolutions et de créer un comité, ainsi que d'obtenir le soutien général des autres 56 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. La Gambie est fière de pouvoir compter sur le soutien diplomatique et politique des autres 56 États membres de l'OCI, ainsi que d'autres États, à l'instar du Canada ou des Pays-Bas. À l'heure où la Gambie, en sa capacité souveraine, a décidé de poursuivre cette action contre le Myanmar. C'est la Gambie qui a envoyé une note verbale au Myanmar afin de bien définir la nature du présent différend et d'en informer le Myanmar. Une fois de plus, c'est la Gambie seule qui a introduit la requête et la demande en indication de mesures conservatoires qui est aujourd'hui devant la Cour de Céon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la demande en indication de mesures conservatoires de la Gambie s'inscrit pleinement dans le champ d'application de la Convention sur le génocide. Nous avons démontré que les droits de la Gambie que nous cherchons à protéger sont liés de manière plausible aux mesures sollicitées. Et nous avons amplement démontré
l'urgence et le risque d'un préjudice irréparable. La Gambie demande par conséquent à la Cour, en tant que gardienne de nos valeurs morales et juridiques au sens de la Convention, d'indiquer les mesures conservatoires sollicitées. Monsieur le Président, je vais maintenant vous lire les conclusions de la Gambie. En vertu de l'article 41 du statut de la Cour, la Gambie, en tant qu'État partie à la Convention sur le génocide, prie respectueusement la Cour d'indiquer, de toute urgence, les mesures conservatoires ci-après, qui sont directement liées aux droits formant l'objet du différend, dans l'attente de la décision qu'elle rendra sur le fond de l'affaire. Petit a. Le Myanmar doit immédiatement, conformément à l'engagement qu'il a assumé au terme de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de prévenir tout acte constituant un crime de génocide ou susceptible d'y contribuer, y compris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher la commission à l'encontre de membres du groupe Rohingya des actes ci-après. Exécution extrajudiciaire ou mauvais traitement, viol ou autre forme de violence sexuelle, destruction par le feu de maisons ou de villages, destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d'autres biens de première nécessité, ou toute autre soumission intentionnelle du groupe Rohingya à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Petit b. Le Myanmar doit en particulier veiller à ce qu'aucune des unités militaires, paramilitaires ou unités armées irrégulières qui pourraient relever de son autorité ou bénéficier de son appui, ni aucune organisation ou personne qui pourrait se trouver sous son pouvoir, son autorité ou son influence, ne commettent à l'encontre du groupe Rohingya le crime de génocide, ne participe à une entente en vue de commettre ce crime, n'incite directement et publiquement à le commettre ou ne s'en rende complice, notamment par les actes ci-après. Exécution extrajudiciaire ou mauvais traitement, viol ou autre forme de violence sexuelle, destruction par le feu de maisons ou de villages, destruction de terres et de bétail, privation de nourriture et d'autres biens de première nécessité, ou toute autre soumission intentionnelle du groupe Rohingya à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Petit c. Le Myanmar doit s'abstenir de détruire ou de rendre inaccessible tout élément de preuve se rapportant aux faits décrits dans la requête, y compris, mais non exclusivement, en détruisant ou en rendant inaccessibles les dépouilles des membres du groupe Rohingya qui auraient été victimes d'actes de génocide ou en transformant les lieux où de tels actes auraient été commis de sorte à rendre inaccessibles les éventuels éléments de preuve y afférents. Petit d. Le Myanmar et la Gambie doivent ne prendre aucune mesure et veiller à ce qu'il n'en soit prise aucune qui soit de nature à aggraver ou étendre le différend existant qui constitue l'objet de la requête ou à en rendre le règlement plus difficile. Petit e.
Le Myanmar et la Gambie fourniront chacun à la Cour un rapport exposant l'ensemble des mesures prises pour donner effet à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires au plus tard 4 mois après le prononcé de celle-ci. Petit f. Le Myanmar doit donner accès et apporter son concours à tous les organes de l'Organisation des Nations Unies chargés de l'établissement des faits enquêtant sur des actes génocidaires qui auraient été commis contre les Rohingyas, y compris les conditions auxquelles ces derniers sont soumis. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, cela met un terme au second tour d'observation de la Gambie. Je vous remercie une fois de plus de votre attention et je profite de cette opportunité pour remercier tous les employés du greffe, de la Cour et de la sécurité, ainsi que les interprètes pour leur précieux travail au cours de ces audiences. Je vous remercie. Et avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaiterais regagner ma place. Le Président, vous avez ma permission. Je remercie l'agent de la Gambie. La Cour prend note des mesures conservatoires demandées par la Gambie dont vous venez de donner lecture au nom de votre gouvernement. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi à 16h30 pour entendre le Myanmar en son second tour d'observation orale. L'audience est levée.